Bonsoir Paris. J'ai une chemise malienne. D'où vient mon chapeau, à votre avis? Chine, gagné. D'où vient mon gilet jaune? D'un rond-point de France, oui. Mais il est dédicacé par les zapatistes. D'où vient mon sac? Gagné, le Mexique. C'est un sac zapatiste aussi. Et dedans, il y a... D'où vient cet objet? Gagné. Et oui. J'ai les 5 continents avec moi. Et même pas peur du ridicule. Je suis bisounours. J'ai aussi autre chose. Bêtement, j'ai oublié de le mettre avant de mettre le chapeau. Voilà. Vous n'avez rien vu. Vous aimez, j'espère, parce qu'on va l'entendre ce soir, mon gong. Il est un peu envahissant. Il faut dire qu'il a de qui tenir. Il vient de Chine, Wuhan. Ce soir, vous allez assister à un duel. D'un côté, Bisounours et les 5 continents. De l'autre, l'hégémonie culturelle du capitalisme. C'est-à-dire l'ensemble des idées bien ancrées qui font que les classes populaires, les classes moyennes, les classes supérieures, tout le monde en fait adopte les intérêts des vrais riches, les Rothschild, les BlackRock et compagnie. Des idées bien ancrées. Par exemple, 1. Tout travail mérite salaire. 2. Le travail, c'est la santé. 3. L'oisiveté est mère de tous les vices. 4. Il y a toujours eu des pauvres, il y aura toujours des pauvres. 5. Une saine compétition. 6. La concurrence permet d'avoir des produits moins chers. 7. La curiosité est un vilain défaut. Ce genre de choses. Peut-être vous vous êtes dit en écoutant ça, ben oui, quoi, bien sûr, pourquoi remettre ça en cause? Et oui, les 5 continents et moi, on ne sera pas trop pour bousculer l'hégémonie culturelle du capitalisme. Mais heureusement, j'ai appelé plein de monde à la rescousse et je peux aussi compter sur mes anti-sèches, à condition de ne pas les perdre comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Vous êtes bien installés? Oui. Alors c'est parti. Peu avant sa mort en 2012, Raymond Aubrac, un résistant de la Seconde Guerre mondiale, a dit à des jeunes ceci. Vous devez savoir, vous les jeunes, que nous nous battions pas seulement contre l'envahisseur nazi, mais aussi pour le programme du CNR, le Conseil national de la résistance. Ce qu'il vous manque à vous, les jeunes d'aujourd'hui, c'est un projet utopiste pour le XXIe siècle. Voilà, le CNR, le Conseil national de la résistance. C'est à lui qu'on doit la sécurité sociale. Et oui, avoir un revenu quand on est trop vieux pour travailler ou trop malade, avant 1945, c'était une utopie. Eh bien, ce soir, je vais vous proposer une utopie pour le XXIe siècle, le monde de Bisounours. Et pour ça, on va faire des maths, de l'anglais, de l'espagnol, du latin et même du chinois. Et on va chanter aussi. Et pour commencer, parlons de politique et du résultat des érections pestilentielles. Ça pue un petit peu en 2022 quand même, hein? Et même un gros peu. C'est Coluche qui appelait ça les érections pestilentielles. C'était un visionnaire. Et on l'a eu ni à droite, ni à gauche, mais bien au centre, dans la fente prévue à cet usage, comme disait Père Desproges. Savez-vous de quoi les partis de gauche ne sont pas l'incarnation? Les partis de gauche ne sont pas l'incarnation de cette citation. L'humain sage apprend de ses erreurs, l'humain plus sage apprend des erreurs des autres. Elle est du philosophe chinois Fucius. Oui, croyez-moi, Confucius, il avait oublié d'être con, lui. Non, les partis de gauche sont partis divisés comme en 2017, et on s'est payé un duel Macron-Le Pen comme en 2017. Ils sont plutôt l'incarnation de cette citation de Albert Einstein. La folie,
c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Macron et Le Pen, ils sont encore jeunes, ça peut durer longtemps. Mais moi aussi, je suis encore jeune. J'ai participé à la campagne. Si. J'ai créé le site bisounours2022.fr. Bisounours2022.fr. C'est un vrai site, hein. Visitez-le. Pas maintenant, je vous le rappellerai. J'ai fait une campagne sur les réseaux sociaux qui n'a pas trop marché, hein, en vrai. Alors, je me suis lancé dans la vraie vie, avec un premier discours, la veille du second tour, devant le BHV à Paris. Là, j'ai eu du succès. Il faut dire que je bloquais un petit peu la rue de Rivoli avec ma voiture. Quand les policiers m'ont délogé manu militari, j'ai été très applaudi. Ça s'est fini pas trop bien pour moi, en vrai. J'ai passé la soirée en garde à vue et le lendemain, on m'a enfermé dans un hôpital psychiatrique. J'y suis resté 6 semaines. Mais oublions tout ça. Revenons à la campagne. Coluche a dit autre chose. Il a dit, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Ce qui est drôle, c'est que Noam Chomsky, un anarchiste états-unien, a dit exactement la même chose. Il a dit, if voting could actually change anything, it would be illegal. Ça veut dire la même chose. Voter ne suffit donc pas. Alors, que faire? Moi, je continue avec mon site, bisounours2022.fr. Je fais ça en m'amusant. Mais je ne fais pas ça pour m'amuser. Avez-vous confiance dans l'avenir? Moi, bof, oui, quand même, mais pas grâce à nos hommes politiques, bien au contraire. Vu la façon dont le locataire de l'Élysée a trahi la Convention citoyenne pour le climat, moi aussi je trahis des inquiétudes pour les générations futures. Cela dit, les générations futures, elles avaient qu'à être là avant. C'est Pape 40 qui parle comme ça. Vous savez, le pape de l'Église de la très sainte consommation. Sa devise, travaille, obéis, consomme. Travaille, obéis, consomme. Et ferme ta gueule? Non, la dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Comme a dit Coluche. Travaille, obéis, consomme et cause toujours. Ça donne quand même un petit peu envie de faire la révolution, non? Quand même un petit peu. Qu'en disent les zapatistes? Les zapatistes sont des Mexicains mayas qui ont fait une révolution en 1994 en boutant le capitalisme hors du Chiapas, une région grande comme la Belgique. Et ça tient toujours. Et en 2021, les zapatistes ont entrepris un grand voyage en Europe à l'occasion du 500e anniversaire de la chute de l'Empire aztèque face aux troupes espagnoles. Un voyage pour une revanche? Non. Pour une invasion? Oui. Mais c'était une invasion consensuelle. Vous êtes d'accord pour qu'on vous envahisse? Oh oui, bienvenue. Oh chouette, bougez pas, on arrive. Vous inquiétez pas, on se fera tout petit, pequeño, pequeñito. Et 150 zapatistes sont venus. Ils se sont fait tout petits, mais ça nous a bien occupés quand même. C'était le voyage pour la vie. Mais bon, bref, que disent les zapatistes? Leur message est « Votez, ne votez pas, on s'en fout, mais organisez-vous ». Et oui, et c'est comme vous, mesdames, vous n'avez pas le droit de voter en votant. Ce sont des gens comme Hubertine Auclair, qui disait « Pas de droit de vote, pas d'impôt ». Sans la désobéissance civile des suffragettes anglaises, qui ont obtenu le droit de vote en 1928, pas sûr que De Gaulle vous l'a donné en 1944. Cela dit, les zapatistes ne disent pas que ça. La première délégation est venue en bateau, 5 semaines de traversée. Si on leur avait interdit de débarquer à cause du Covid ou d'un problème de visa, alors IL aurait déployé une grande banderole devant leur bateau avec juste un seul mot. Despertad. Ça veut dire « réveillez-vous ».
Les apatistes ne veulent pas qu'on s'organise pour la révolution, mais pour un grand réveil. J'appelle ça la réveillution. J'en ai fait toute une chanson, dont voici un extrait. Allons enfants de la planète, le jour de l'espoir est arrivé. Aux arbres citoyens, éteignons la télé. Humains, humains, réveillons-nous, créons un nouveau monde. Non, c'est pas là, je vous le dirai. Quelques mots sur moi qui vous appellent à vous organiser pour faire la réveillution. Je suis un chômeur reconnu handicapé suite à 2 burn-out. Dans le premier, j'ai fait une chute du 2e étage, 7 mètres, et me suis cassé 13 côtes. Je ne savais même pas qu'on en avait autant. Depuis, je suis diagnostiqué bipolaire par un psychiatre et schizophrène par Pierre Desproges. Il a dit quoi, Pierre Desproges? Il a dit ceci: si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant; s'il vous répond, vous êtes schizophrène. Ça me fait un petit con. Moi, j'ai une variante. Dieu ne me répond pas, mais parfois, je vois des signes. Et puis, je suis un ingénieur, diplômé d'une école généraliste et d'une école de commerce. Mais j'ai presque tout oublié. Un ingénieur spécialiste, c'est beaucoup sur peu de choses. Un ingénieur généraliste, c'est peu sur beaucoup de choses. Moi, je suis un ingénieur généraliste dégénéré. C'est-à-dire que je sais presque rien sur presque tout. Je suis un ingénieur dégénéraliste. Et je suis un papa inquiet pour ses enfants à cause du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. C'est le 16 mars 2019 que j'ai pris conscience de l'urgence lors de la marche du siècle. Je n'en dormais plus. Une semaine après, j'ai participé à la journée des Cassandres Rébellion de Extinction Rébellion. Un mois après, je faisais mes premières actions de désobéissance civile devant H&M et chez Total. 2 mois après, je quittais un emploi bien payé à 500 mètres de chez moi. 3 mois après, je signais une promesse de vente pour mon appartement afin de rembourser mon prêt et d'être libre. Avec Extinction Rébellion, je me suis fait déloger par la police Manu Militari 10 fois. Chez Total, sur le pont de Sully, 2 fois chez Amazon, 4 fois devant le ministère de la trahison écologique et suicidaire, devant la Banque de France et devant le BHV. Mais j'ai pas eu trop à me plaindre. Ce sont plutôt les policiers qui étaient à plaindre, car ils devaient me porter, et je pèse pas loin du quintal. Un gros bisounours. Et je suis gilet jaune depuis le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Si un jour on me demande ce que je préfère entre les gilets jaunes et Extinction Rébellion, je répondrai ceci. Et toi, tu préfères ta jambe gauche ou ta jambe droite? Et le 8 décembre 2022, la consécration. Une citation à comparer devant un juge. Le Graal de tout activiste qui se respecte. Et le jugement est déjà tombé. Pas comme pour Julian Assange, qui est enfermé depuis 12 ans sans jugement. Il faut dire qu'il n'y a rien à juger, il a juste trop bien fait son boulot de journaliste. Et puis regardez, j'ai des cartouchières. Et il y a des cartouches. Mais ce ne sont que des cartouches d'amour. Parlons maintenant du monde de Bisounours. C'est quoi le monde de Bisounours? Ça tient en 4 mots, dont un qui compte double. Coluche a presque dit il y a 10 millions de pauvres qui veulent de l'argent. C'est pas vrai, de la gratuité leur suffirait. Le premier mot, c'est gratuité. Le deuxième mot est donné par un autre ours. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Jean-Jacques Rousseau pense comme Balou. Il a dit « Les vrais besoins n'ont jamais d'excès ». Alors le deuxième mot, c'est sobriété. Avec le premier mot, ça fait la gratuité des vrais besoins en quantité sobre mais suffisante. C'est où? Eau, alimentation, logement, vêtements, communication, énergie, transport,
culture, santé, éducation, etc. Le troisième mot est donné par le poète libanais Khalil Gibran. Il a dit « L'échange peut conduire certains à l'avidité et d'autres à la famine s'il n'est fait avec amour et bienveillance. » Alors le troisième mot, c'est amour ou au moins bienveillance. Vouloir du bien à l'autre dans la relation. Le quatrième mot, celui qui compte double, c'est participation. Participation à quoi? Au bien commun, c'est-à-dire travail. Combien de temps par semaine? 35 heures? 32 heures? Non, beaucoup moins. En 1930, l'économiste britannique John Maynard Keynes a prédit qu'en l'an 2000, on travaillera seulement 15 heures par semaine grâce aux gains de productivité. Et John ne pouvait pas imaginer tout ce que le progrès allait apporter. Grâce à un téléphone, il est où? Bon, peu importe. Grâce à un... Ah, il est là. Grâce à ça et Wikipédia, j'ai une encyclopédie dans la poche. Avec en plus WhatsApp, je peux faire des visioconférences avec la Nouvelle-Zélande. Avec en plus YouTube, je peux regarder dans les toilettes des vidéos idiotes ou instructives. Des chats qui batifolent, par exemple. Et tout ça pour pas un rang. Non, John ne pouvait pas imaginer tout ça. Alors on peut travailler moins encore. On travaille combien de temps dans le monde du bisounours? 10 heures par semaine. 10 heures, oui. Et la retraite à 50 ans. Fini les longues journées à enrichir les 1% plus riches. À nous le week-end de 5 jours pour s'occuper des enfants, des vieux, des animaux, voir ses amis, des expos, apprendre des langues, lire, cultiver son jardin, ou simplement ne rien faire du tout, contempler la création. Mais attention, il ne s'agit pas de 10 heures à faire du fichier Excel ou PowerPoint en télétravail. Non, il s'agit de 10 heures à produire les besoins de base. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croisait quand on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, droite de croisière, pareil, il n'y a pas de sous-métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Des trous dans des billets, c'est un besoin de base? Non. Alors, sortant Gainsbourg de son trou et envoyons-le planter des oignons et des patates 10 heures par semaine. Il y trouvera du soleil et du sens. En tout cas, j'en ai trouvé, moi. Savez-vous d'où vient le mot travail? Oui, ça vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture. Pas étonnant qu'on appelle salle de travail le lieu où les femmes accouchent. D'autres disent que le travail est ce que l'humain a inventé de mieux pour ne rien faire de sa vie. Enfin, le temps c'est de l'argent, alors prenez-le. Travaillez moins pour vivre plus. Travaillez moins pour polluer moins. Travaillez moins pour travailler toutes et tous. Travaillez moins pour participer aux affaires publiques. Oui, démocratie directe. C'est ça aussi la participation. C'est pour ça que le mot compte double. Et si on aime son travail? Alors, si ce n'est pas un travail de destructeur, on peut faire ce qu'on aime autant qu'on veut, bien sûr, y compris d'être 50 ans, parce que ce n'est plus tout à fait du travail. C'est encore Fusius qui l'a dit. Je suis sûr que vous connaissez. Bonjour, bonjour, le ça veut dire ceux qui savent faire ne sont pas aussi bons que ceux qui font bien, et ceux qui font bien ne sont pas aussi bons que ceux qui font dans la joie. Et en français, c'est devenu choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Il y a quand même un certain travail d'interprétation. Gratuité des vrais besoins en quantité sobre mais suffisante. Participation au bien commun, 10 heures par semaine jusqu'à 50 ans. Participation aux affaires publiques. Bienveillance. C'est ça le monde du bisounours. Utopique? Oui, certes, mais l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Théodore Monod. La sécurité sociale, c'était une belle utopie il y a 80 ans.
Et c'est encore une utopie dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, il y a 25 millions de personnes sans aucune couverture sociale. Mais en France, c'est la réalité. Mais il n'y a pas encore de sécurité sociale pour le logement. J'ai une amie dont le rêve est d'acheter un petit appartement pour elle et ses 2 loulous. Je trouve ça tellement triste. Le logement est un besoin de base et devrait donc être gratuit pour que les rêves soient bien plus beaux. Faire le tour du monde à la voile, voir les manuscrits de Tombouctou, parler arabe et chinois, ce genre de choses. Certains fous dangereux rêvent de coloniser Mars. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des humains qui sabrent le champagne pour fêter la fin de la dangerosité des déchets nucléaires dans 21,4 millions d'années. Rappelons ici que l'humanité n'a que 0,2 million d'années d'existence. Les déchets nucléaires, rien qu'en France, on en a 1,7 million de mètres cubes, de quoi faire une pyramide dans laquelle on pourrait mettre la tour Eiffel. 1,7 million de mètres cubes, ça fait 26 litres par Français. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour les enfants, une famille de 4. Voici vos 100 litres de déchets nucléaires. On les met dans la baignoire. Attention, ça pèse 1 tonne. Et tous les ans, je viendrai vous en apporter 8 kilos de plus. Elle est pas belle la vie? Mais revenons au monde des bisounours. Il commence à exister en vrai. Oui, en France, il y a les épiceries coopératives. Les coopératrices sont à la fois des clientes, des employés et des copropriétaires. En travaillant 3 heures par mois, elles ont accès à des produits de qualité moins chers. Si on travaillait non pas seulement 3 heures par mois, mais 10 heures par semaine, je suis sûr que les besoins de base pourraient être gratuits. En tout cas, ce fut le cas brièvement en Espagne, en 1936 sous la République. Et c'est en partie le cas aujourd'hui chez les zapatistes. Là-bas, les élus, les profs, les médecins et les coopératrices sont payés 0. Mais tout ce qui est produit par la coopérative est partagé entre toutes et tous. Et en France, il y a l'association MOSICA, le mouvement pour une civilisation consciente et autonome. La vision de MOSICA, c'est un monde sans chef et sans argent. On peut vivre sans argent? Oui, on travaille en 10 heures par semaine à protéger les besoins de base pour faire partie d'une communauté qui satisfait en retour vos besoins de base. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, alors apprenons à vivre sans lui. Dans le monde du bisounours, pas d'argent. Donc, pas de corruption, pas de loyer, pas de spéculation, pas de publicité. Supprimons l'argent et ça passera mécaniquement le temps de travail des nuisibles de tout poil à 0 par jour ou par semaine, comme vous voulez. Au chômage des lobbyistes, les traders, les trafiquants, les mercenaires. Devenons toutes et tous des MOSI-camarades. Remplaçons le pouvoir d'achat par le pouvoir de vie. Passons d'une société de l'échange à une société du partage. Pourquoi? Parce que franchement, une société construite sur le consumérisme, c'est l'enfer, comme a dit Vandana Shiva. La vraie utopie, c'est ça. L'utopie a changé de camp. Et est aujourd'hui utopiste, celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Voulez-vous savoir où va le monde? Je prends ça pour un oui. Très bien. Alors, attachez vos ceintures, nous partons. Mais d'abord, je dois faire une petite transformation. J'enlève la chine. J'enlève le gong. J'enlève l'Amérique. Hop. L'Afrique. Et voici le chef de cabine Bisounours. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Air France à destination de l'année 2050. L'équipage, Extinction Rébellion, va vous présenter les démonstrations de sécurité
Vous pouvez dès à présent enlever vos manteaux et enfiler shorts et maillots de bain, car la température à destination pourrait atteindre 55 degrés à l'ombre, selon Météo France et le CNRS. Actuellement, le temps est clair et le ciel bien dégagé. En effet, 30% des oiseaux et 80% des insectes volants ont été exterminés ces 30 dernières années. Si vous vous sentez à l'étroit sur votre siège, pensez à ces pauvres poules élevées en batterie. Il y en a plus de 20 milliards sur Terre. 70% des oiseaux sont des poules. Vous êtes invité à bien vous pencher si vous espérez apercevoir quelques animaux sauvages. Ils ne représentent plus que 4% de la biomasse des vertébrés terrestres. Et surtout, penchez-vous dès maintenant, car l'ONU estime qu'une espèce vivante disparaît en moyenne toutes les 8 minutes. Hop, disparu. Sur votre droite, vous pouvez admirer le continent de plastique, qui est aussi grand que 3 fois la France. À notre arrivée en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Chaque semaine, nous ingérons 5 grammes de plastique, l'équivalent d'une carte de crédit. Pour que vous ayez votre dose quotidienne, votre plateau repas est intégralement emballé de cellophane. C'est bon. Nous demandons à chacun de bien vouloir rester assis et de bien la boucler tant que le signal lumineux « L'important, c'est la croissance » est allumé, c'est-à-dire tout le temps. Le manque d'eau et les risques de famine à l'arrivée pouvant provoquer des turbulences. Vous trouverez en face de votre siège un sac à déni. En cas de dépression écologiste, des marques à gaz hilarants tomberont automatiquement au-dessus de vous. Si vous comptez vous rendre à New York, Jakarta ou d'autres villes côtières, pensez à prendre le gilet de sauvetage qui se trouve sous le siège devant vous. Il vous sera utile compte tenu de la montée des eaux. L'équipage distribuera également des badges. C'est pas moi, c'est les Chinois, même s'ils consomment 2 fois moins que moi. En cas de crash de notre système, rappelez-vous que l'évacuation se fera par où vous pourrez et dans le plus grand désordre. Commencez à y réfléchir dès maintenant. Il n'y aura malheureusement de parachute que pour les 1% voyageant en première qui ont eu les moyens de se payer un bunker en Alaska ou en Nouvelle-Zélande. Rappelez-vous qu'il est toujours temps de prendre les commandes pour atterrir en douceur, comme l'ont fait les passagers Gandhi et Martin Luther King avant nous. Les solutions sont en nous. N'hésitez pas à consulter la notice de sécurité remise par notre équipage qui va passer maintenant parmi vous. Extinction Rébellion vous remercie pour votre attention et espère vous revoir bientôt. Peut-on faire confiance aux hommes politiques pour éviter le pire? Eh bien non, dommage. Et je le prouve. Fin 2021, en Suisse, peut-être le pays le plus démocratique du monde, un papa inquiet pour ses enfants à cause du dérèglement climatique, Guillermo Fernandez, a fait une grève de la faim. Pour que la Suisse cesse de détruire l'environnement et le climat? Non, juste pour que les parlementaires suisses se forment aux enjeux climat-énergie. Est-ce qu'il est mort? Non, mais il a perdu 20 kilos. Au bout de 5 semaines, 39 jours, le gouvernement s'est décidé à organiser une formation 6 mois plus tard pour tous les parlementaires sur la base du volontariat. La formation a eu lieu. Seulement un tiers des parlementaires suisses l'a suivi. En somme, on est sur le Titanic qui fonce vers l'iceberg et il faut se mettre en grève de la faim 5 semaines pour obtenir que l'équipage daigne regarder devant le bateau ce qui se passe dans 6 mois peut-être. Et en réalité, on a déjà touché l'iceberg. Non, croyez-moi, il n'y a rien à attendre des hommes politiques. D'ailleurs, Coluche le disait déjà. Il disait « Ça doit être un métier difficile, ça, hommes politiques. » Pas du tout, les études c'est très simple, tu fais 50 droits, tout le reste de travers. Et pourtant on n'en manque pas. Et pourtant on n'en manque pas, les hommes politiques c'est un peu comme les trous dans le gruyère. Plus il y a de gruyère et plus il y a de trous,
Et puis, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère quand même. Hein. Et justement, le gruyère, c'est suisse. Et en France. Une formation est organisée aussi pour les députés français en octobre 2022. Et seulement une trentaine l'ont suivi, 1 sur 20. Quant à l'actuel locataire de l'Élysée, il n'a donné que 30 minutes à Benjamin Delmotte pour expliquer le rapport du GIEC au seul ministre. Par contre, il ne manque pas d'humour. Lors de ses vœux, il a dit « Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?» Ça fait juste 30 ans que le GIEC est là. De plus, il assimile le refus de la 5G au retour à la lampe à huile. Quelle macronerie! Cet iPhone n'a que la 3G, il ressemble pas à une lampe à huile. Ou alors celle d'Aladin peut-être. Son prédécesseur a envoyé 2000 CRS à l'assaut de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était l'opération César. Mais les zadistes ont résisté, ont contre-attaqué et l'ont emporté. C'était l'opération Astérix. Avec Hollande, il ne fallait pas croire Hollande main qui chante. Leur prédécesseur a créé la Société du Grand Paris qui bétonne la Tour de Brogne de France, à Gonesse, à Saclay et ailleurs. Chef, l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France n'est que de 2%. Il est réserve de 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Eh bien, on bétonne pour spéculer, pardi. Un mètre carré constructible vaut 100 fois plus qu'un mètre carré agricole. Ah oui, faut se payer une Rolex. Parce que si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. C'est quoi une Rolex? C'est un objet suisse comme le gruyère, mais moins bien, ça se mange pas et c'est très cher. En plus, c'est obsolète et carrément ringard. Quand vous achetez les gruyères, pensez à la chance que vous avez de ne pas être en train d'acheter une Rolex. Travaillez plus pour se payer une Rolex? Quelle sarconnerie! Non, croyez-moi, le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout, comme a dit Henri David Thoreau, le père de la désobéissance civile. Ou alors, comme chez les zapatistes. El pueblo manda, el gobierno obedece. Le peuple commande et le gouvernement obéit. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Alors, disons comme les zapatistes, lors de la révolution de 1994. Ya, basta, ça suffit. Et bloquons les bétonneurs. Voulez-vous savoir comment on bloque un chantier? Oui. Il faut se lever à Outre-Minet pour être sur place devant les bétonneurs et on fait un mur avec le corps devant les machines. Donc ça soit en tailleur. Ce que je vais faire. Tout le monde a ses conneries. Bras dessus, bras dessous avec celles et ceux qui sont à côté. Jambes dessus avec celles et ceux qui sont devant. Et ça peut être long, avant que la police n'arrive, alors on peut crier des slogans. On veut des lilas, pas des gravats. On veut des pas des préfets. On veut des oiseaux, pas des autos. On veut des moutons, pas du béton. On veut des légumes, pas du bitume. On veut des jardins, pas des magasins. On veut des pommes, pas des solariums. Bravo. Mieux, on peut chanter. Voici une chanson qui a été faite par Camille à l'occasion de l'action bloquant la République des pollueurs le 19 avril 2019 à la Défense. Chantez avec moi si vous voulez. À tous les activistes qui bloquent la République, à tous mes frères et sœurs là assis en tailleur, ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Je suis bientôt en tambour, à renfort de matraque. Rappelle-toi de répéter que t'as rien à déclarer. On n'a rien de violent, on pense à nos enfants. On peut pas dire de même de notre gouvernement. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. C'est vrai, le temps est long.
même quand t'es dans l'action. Mais à force de se parler, ça crée des amitiés. On se connaît d'hier, et pour être sincère, je comprends à vos côtés le mot fraternité. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Quand on demande ce que je fais, à bloquer la SOG, je réponds qu'on oublie les accords de Paris et l'accord 21 qui n'aboutit à rien. J'ai peur d'aveuglement face à l'effondrement. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Je n'aurais jamais cru que pour être entendu, je bloquerai les portiques chez Total et Sakic. Je garderai le faux aussi longtemps qu'il faut. Je fermerai ma bouche, quitte à mouiller ma couche. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Et oui, on avait des couches pour tenir toute la journée, loin des toilettes. Et puis la police arrive. Première sommation. Veuillez regarder le trottoir. Nous allons faire usage de la force. Que la force soit avec nous, les bloquereuses. Dernière sommation. Allez là, veuillez vous disperser là. On va faire usage de la force. Que la force soit avec nous, les bloquereuses. Quand les policiers commencent à intervenir, les activistes chantent « Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. » C'est censé les calmer, mais je ne suis pas trop sûr que ça marche. Quand ils vous soulèvent, il faut faire le poids mort, c'est plus dur pour eux. Il ne faut surtout pas se débattre. Putain, j'ai oublié un coup de main. Ils sont trop cool ces policiers. Il y a un couplet que je ne chante plus, car mes copains ne sont pas d'accord avec lui. C'est celui-là. Nos copains de la police n'ont pas la vie facile. On sait qu'on les fait chier et on est désolé. Il n'y a rien contre vous, c'est l'avenir de tous, et donc le vôtre aussi, dont nous on se soucie. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. J'ai des amis que ça fait bondir. Nos copains de la police, moi, bisounours, je suis copain avec tout le monde. Mais j'ai des amis pour qui les flics ne sont pas des copains. On sait qu'on les fait chier et on est désolé. Ben non, on n'est pas désolé en fait de défendre la vie contre l'argent. Il n'y a rien contre vous. Ben si, c'est bien à cause de la police que le système y tient. Comme je le disais déjà, il y a les riches, il y a les pauvres et la police qui a mis tout le monde à sa place. Le problème, ce n'est pas la désobéissance, c'est l'obéissance. De même, le problème, ce n'est pas la décroissance, c'est la croissance. Changeons complètement de sujet. Parlons maintenant de la croissance. La croissance. Nos hommes politiques sont obsédés par la croissance et ça ne date pas d'hier. Et je le prouve. 1977, Valéry Giscard d'Estaing. Le progrès, c'est d'abord la croissance. 15 ans plus tard, François Mitterrand. Retourner à la croissance, c'est voir s'éloigner le chômage, toutes les formes de récession, de politique de rigueur. Outre-Atlantique, même son de cloche avec George Bush père. Il a dit « Growth is the friend of the environment ». La croissance est l'ami de l'environnement. Retour en France avec Jacques Chirac en 1996. La croissance, ce n'est pas un mythe. La croissance, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire, elle est entre les mains de chacun d'entre nous. Et en 2011, Nicolas Sarkozy. Il faut qu'on libère les forces de croissance. L'année suivante, son remplaçant à l'Élysée en remet une couche. Il a dit « Nous avons une obligation qui est de relever très rapidement les taux de croissance. » Et enfin, l'actuel locataire de l'Élysée, en 2019, nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance. Il a même dit en 2020, le choix de la décroissance n'est pas une réponse au défi climatique. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais d'abord, pourquoi manque-t-il d'imagination à ce point? La croissance, ce n'est plus une obsession, c'est carrément une religion. Encore l'église de la très sainte consommation, au nom du pèse, du fric et du saint crédit. Amen, ton pèse. Pourquoi manque-t-il d'imagination à ce point? Albert Jacquard a une réponse.
il a dit « La compétition sélectionne les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Nos hommes politiques sont le fruit d'une terrible compétition. Ils sont donc terriblement dangereux et dénués d'imagination. Et à cause d'eux, on passe à côté de sa vie à travailler trop et on détruit la planète. Un accident de voiture, ça fait du PIB, le fameux PIB. Couper un arbre aussi. Il est temps de changer un système qui compte la destruction de la planète comme de la création de richesse. Ce n'est pas un dangereux éco-terroriste qui a dit ça. C'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Plus proche de nous, l'astrophysicien Aurélien Barraud dit un peu la même chose. Il a dit « Tant que l'on nommera croissance le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par un espace commercial, fût-il neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. » C'est exactement ce qui s'est passé à Bagnolet, où on a expulsé 40 chèvres et le berger pour raser la bergerie, y compris 55 arbres, afin de construire une école en béton. Et c'est une mairie socialo-écolo qui a fait ça. La logique, c'est ZAN, Z-A-N. C'est pas un bonbon Haribo. Ça veut dire zéro artificialisation nette. On tue d'abord et on replante ensuite. Où cours-tu le hérisson? Tu ne risques rien. Si un bulldozer t'écrase, tu te réincarneras. C'est ça la logique des bétonneurs socialo-écolos. Parmi les hommes politiques, François Ruffin est l'exception qui confirme la règle. Il explique pourquoi la croissance. Il a dit « La croissance est un instrument qui permet de reporter à plus tard le besoin de redistribution. En fait, on n'a pas besoin que le gâteau soit plus gros, il peut être réparti immédiatement. » Voilà, maintenant on sait pourquoi la croissance. C'est pour ne pas avoir à lutter contre les inégalités, tout en ayant des miettes à distribuer aux pauvres, afin que la cocotte minute sociale n'explose pas. Il est temps de faire baisser la pression, en douceur, dans la cocotte minute, avec la décroissance. La décroissance, ce n'est pas le retour à la bougie. Assimiler la décroissance à la récession, parce que les deux provoquent une baisse de PIB, est aussi absurde que d'assimiler un régime à une amputation, parce que les deux provoquent une baisse de poids, comme a dit Thomas Wagner de bonpote.com. Attention, maintenant on va faire des maths. Jusque-là, ça va. Hein. CO2 égale CO2. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, 59 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 7,5 tonnes par habitant et par an. Mais en France, on est plutôt à 10 tonnes. Les 10% plus riches émettent même plus de 30 tonnes. Quant aux super riches, ils peuvent émettre 30 tonnes dans la journée avec leur jet privé. Et ne parlons pas du locataire de l'Élysée qui a émis 480 tonnes pour aller voir 2 000 matchs de foot au Qatar. Introduisons le PIB. Je peux faire ça parce que le PIB n'est pas nul. Sinon, il est de 84 000 milliards de dollars, soit 11 000 $ par habitant et par an. Cette équation est une version simplifiée de l'équation de Ryoichi Kaya, un économiste japonais. Ça, c'est l'intensité carbone du PIB, en grammes de CO2 par dollar. L'équation signifie que pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, je peux baisser le PIB et ou l'intensité carbone du PIB. Ben voilà, l'intensité carbone du PIB, c'est ça qu'il faut baisser. Donc voilà une idée qu'elle est bonne. On appelle ça le découplage, la croissance verte, le développement durable. Mais on ne peut y arriver que localement, en délocalisant les usines. À l'échelle du monde, c'est impossible, c'est prouvé. La seule façon de baisser durablement et efficacement les émissions de gaz à effet de serre, c'est de baisser le PIB. C'est la décroissance, produire moins et consommer moins. Et il n'y a pas que moi qui dis ça. Non, des décroissances, il y en a plein. Et il y a l'astrophysicien Aurélien Barraud encore. Il a dit « La décroissance, je l'appelle de mes voeux. Elle ne doit pas faire peur. Le PIB, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas ça qui est important dans nos vies. » Il a dit aussi « La corrélation entre la croissance du PIB et la dévastation écologique est un fait scientifique acté. » Et il y a la jeune et courageuse militante suédoise Greta Thunberg aussi. Elle a dit « The only sensible thing to do is pull the emergency brake. » C'est-à-dire, la seule chose sensée à faire est d'actionner le freinage d'urgence. Il y a un freinage d'urgence? Oui, c'est la décroissance. Sortir de la roue de hamster, de la production et de la consommation.
Non, il est temps de passer du PIB au BNB, le bonheur national brut, comme au Bhoutan. Parce que maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants, comme a dit Alain Damasio. De combien doit-on réduire le PIB? 5%? 10%? Des chiffres qui feraient blêmir n'importe quel ministre de l'économie, mais ils sont bien inférieurs aux besoins. La neutralité carbone, c'est 2 tonnes par habitant et par an, et on est à 7,5. On doit donc diviser par presque 4, moins 70%. C'est ça l'ordre de grandeur. Et il y a une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est que moins 70% peut nous faire tomber sur un temps de travail de 10 heures par semaine. Y a-t-il une autre option? Oui, il y a une autre option. L'introduction de la population. 8 milliards d'habitants. Ça, c'est le revenu par habitant. L'équation signifie maintenant que pour baisser l'émission de gaz à effet de serre, je veux baisser l'intensité carbone du PIB, et ou le revenu par habitant, et ou la population. Chef, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais on ne veut pas changer de mode de vie. La bagnole, l'avion, une bonne côte de bœuf, Netflix, l'iPhone Z, travailler comme un fou, tout ça on veut continuer. Une bonne pandémie peut-être. Je dis ça, je dis rien. Si je dis que d'après l'ONG Oxfam, les 10% plus riches de la planète émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre, et les 1% plus riches émettent même 2 fois plus que les 50% plus pauvres. Bref, le problème, ce ne sont pas les familles de 5 enfants en Inde ou en Afrique. Non, le problème, ce sont les voitures des riches et les jets privés des super riches. Si on doit baisser la population, nous ne trouvons pas de cible. Commençons même par les super riches. Nul n'est censé ignorer la loi, alors parlons de la loi de Bisounours. Mais d'abord, combien de lois en France? Savez-vous combien de lois en France? Beaucoup. 10 000. Impossible de les connaître toutes. Et beaucoup sont obsolètes. La loi de 1800, qui interdisait le port du pantalon aux femmes, n'a été abrogée qu'en 2013. Mesdames, vous faisiez de la désobéissance civile sans le savoir, il est temps de faire de la désobéissance civile en le sachant. La vérité, c'est que plus il y a d'interdits et de prohibitions, plus le pays est pauvre. Plus il y a de lois, plus il y a de brigands. C'est pas moi qui le dis, c'est Lao Tse. Ça ne date donc pas d'hier. Plus proche de nous, Voltaire a dit « Ce qui m'a dégoûté de la profession d'avocat, c'est la profusion de choses inutiles dont on a voulu charger ma cervelle. » Tu m'étonnes. Non, la loi de Bisounours, elle tient dans la main. Juste 5 mots. Le courage, chasser la peur, soyez courageux. La générosité, chasser la cupidité, soyez généreux. L'humilité, chasser l'orgueil, soyez humble. La coopération donc, chasser la compétition, aidez-vous les uns les autres. C'est comme une barricade, on est d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de milieu, c'est binaire. On a vu 4 mots, il en reste un, le 5e élément. Peu importe quel doigt on assigne aux 4 premiers, mais le 5e va avec le pouce. La vie nous a donné le pouce opposable pour que nous puissions tenir un stylo. C'est une même pratique pour écrire et accumuler la connaissance. La vie nous a donné le pouce opposable, mais par contre il a fallu se débrouiller pour stylo les papiers, et ça a été plutôt long. Le pouce représente la connaissance. Chasser l'ignorance, ayez soif de connaissance. Et là, c'est pas binaire. Comment? Avec l'humilité. L'humain humble apprend de tout et de tout le monde, tout le temps et partout. L'humain orgueilleux a déjà toutes les réponses. On peut apprendre la loi de Bisounours dès l'école primaire. Il suffit d'un gant avec 5 doigts. Un gant avec 5 mots au bout des doigts. Hop, enfin 10 mots. D'un côté, la peur, la cupidité, l'orgueil, la compétition et l'ignorance. De l'autre côté, le courage, la générosité, l'humilité, la coopération et la connaissance. Et alors, on pourra vraiment dire « Nul n'est censé ignorer la loi » dès l'école primaire. Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que, comme l'a dit le défenseur de l'environnement Gus Speth, les plus grands problèmes environnementaux ne sont pas la perte de la biodiversité, l'effondrement des écosystèmes
et le dérèglement climatique. Non, les plus grands problèmes environnementaux sont l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. C'est pourquoi il faut une transformation spirituelle et culturelle. Les apatistes disent que la cause racine du mal est le capitalisme. Malgré tout le respect que j'ai pour elles et eux, je pense que les causes racines sont la peur, la cupidité, l'orgueil, la compétition et l'ignorance. Ce sont des forces bien plus anciennes et bien plus grandes que le capitalisme. En Chine, c'est l'orgueil qui dirige, c'est pas le capitalisme. En Russie aussi. Est-il vrai qu'on n'utilise que 10-15% de notre cerveau? Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il est fait pour parler et écrire 10 langues. Les animaux peuvent communiquer, aimer, utiliser des outils, apprendre, mais ils n'ont qu'une seule langue et ils n'ont pas l'écriture. Parler et écrire plusieurs langues, c'est ce qui nous distingue. Parlons et écrivons tous 10 langues. Moi, je propose arabe classique, grec ancien, latin, sanskrit et chinois et encore 5 langues de plus. Ça fait 10 langues. C'est très peu en fait. Hein. L'humanité, il y a 7000 langues. Hein. Donc 10 langues, en fait, c'est peu. Et il y a deux autres choses qui nous distinguent. Notre capacité à détruire l'environnement et notre capacité à évoluer en tant qu'espèce. Si on laissait ça tomber, hein, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut et même bien trop. Comme a dit Antoine Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Où en sommes-nous du duel entre le bisounours qui n'a plus tous les continents avec lui et l'hégémonie culturelle du capitalisme? Temps de travail de 10 heures par semaine. Gratuité des vrais besoins. Le capitalisme en a pris plein la gueule. Il est temps de porter le coup de grâce en reprenant les exemples du début. 1. Tout travail mérite salaire. Dans les épiceries coopératives, on travaille 3 heures par mois sans rémunération. Mais ce n'est pas du bénévolat. C'est du travail non marchand. Il est récompensé par l'appartenance à la communauté et la possibilité d'acheter des produits de qualité moins chers. 2. Le travail, c'est la santé. Moi qui ai fait 2 burn-out, forcément j'ai des réserves. Si on parlait des suicides chez Renault ou chez Orange. Non, la vérité, c'est que le stress, c'est le mal du siècle. C'est quoi le stress? Le consultant anglo-britannique Simon Sinek répond à cette question. Il a dit: working hard for something you love is called passion. Working hard for something you don't care about is called stress. Travailler dur pour quelque chose qu'on aime, c'est de la passion. Travailler dur pour quelque chose qu'on n'a rien à foutre, c'est du stress. L'oisiveté est mère de tous les vices. Croyez-moi, nous nous porterions bien mieux si beaucoup n'allaient pas travailler. Notamment les bétonneurs, les publicitaires, les traders, les lobbyistes, et tous ceux qui ne produisent pas les besoins de base. Il y en a peut-être parmi vous. Je ne vous jette pas la pierre, j'en ai été un. J'ai occupé dans l'automobile des emplois qui étaient non seulement inutiles, mais carrément nuisibles, mais très profitables grâce à la compétition. Je n'ai donc de leçons à donner à personne. La vérité, c'est que non, l'oisiveté n'est pas la mère de tous les vices, mais oui, nous sommes ruinés par les meilleurs efforts, comme a dit le consultant W. Edwards Deming. 4. Il y a toujours eu des pauvres, il y aura toujours des pauvres. Je laisse Nelson Mandela répondre. Il a dit: la pauvreté n'est pas naturelle. Ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent, et ce sont les hommes qui la vaincront. 5. Une saine compétition. La compétition pousse à se réjouir quand d'autres font une faute. Qu'y a-t-il de plus malsain que ça? La compétition, ce sont 2 équipes qui tirent en sens inverse sur une corde. Tout le monde est épuisé pour un résultat nul. Non, comme a dit Albert Jacquard, toute compétition est un suicide. Comme a dit W. Edwards Deming, we cannot afford the destructive effect of competition. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre l'effet destructeur de la compétition. 6. La concurrence permet d'avoir des produits moins chers. Il est facile de trouver le contraire en prenant l'exemple des dépenses de santé. En France, avec la sécurité sociale, la santé coûte 12% du PIB. Aux USA, où tout est privé,
où il y a des équipes marketing, des publicités, des actionnaires, la santé coûte 18% du PIB. Et pourtant, il y a 25 millions d'Américains sans aucune couverture sociale. Donc non, la concurrence ne permet pas d'avoir des produits moins chers, bien au contraire. 7. La curiosité est un vilain défaut. Ah, le secret d'État. Ah, le secret des affaires. La vérité, c'est que c'est Julian Assange qui l'a dit. Il a dit, ce n'est pas à l'État de tout savoir sur les citoyens, c'est aux citoyens de tout savoir sur l'État. Et voilà, le duel est terminé. Alors, si vous pensez que c'est l'hégémonie culturelle du capitalisme qui a gagné, vous pouvez le faire pas. Si vous pensez que c'est l'annonce qui a gagné, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de petite victoire contre le capitalisme. Et maintenant, le mot de la fin. Travailler 10 heures par semaine, prendre sa retraite à 50 ans, vivre sans argent, c'est possible. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous êtes sous l'emprise de l'hégémonie culturelle du capitalisme. Pour vous désintoxiquer, je recommande une cure de mosika.org. Si vous n'en voulez pas, c'est que le système vous profite. Mais vous profite-t-il vraiment? Vous pouvez travailler beaucoup moins et avoir beaucoup moins de pression avec le monde du bisounours. Non, le système ne profite vraiment qu'aux 0,01% de super riches, les quelques 4000 Français dont le patrimoine dépasse 50 millions d'euros. Que veulent ces super riches? Une population qui bosse pour eux et qui rentre docilement à la maison, s'installer devant la télé pour regarder des conneries. Des matchs de foot, par exemple. Des conneries? Oui, car on ne peut pas dire la vérité à la télévision. Il y a trop de monde qui regarde, comme a dit Coluche. C'est pourquoi il faut éteindre la télé et se bouger. Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne, comme a dit Rosa Luxembourg. Vous vous souvenez, le slogan de l'église de la très sainte consommation? Travaille, obéis, consomme. Eh bien, c'est le contraire qu'il faut faire. Travailler moins, voire plus du tout. Obéir moins, voire franchement désobéir. Consommer moins et mieux. C'est-à-dire faire sécession, comme Henri David Thoreau, qui refusait de payer l'impôt levé par les États-Unis pour faire la guerre au Mexique. Ou alors, comme ces jeunes en Chine du mouvement Tangping. Tangping signifie rester couché. Ces jeunes ne veulent pas de belles carrières, pas de bel appartement, pas de voiture, et même pas d'enfants. Qui, elles, se contentent d'un boulot alimentaire qui leur laisse le plus de temps possible avoir des coups avec leur pote. Pourquoi? Par réaction à la mode du 9-9-6 en Chine. 9-9-6, travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine, comme c'est la règle dans la tech chinoise. C'est tout comme si ces jeunes avaient lu le discours de la sagesse volontaire d'Étienne de Boissy. Qu'est-ce qu'on attend pour faire comme ces jeunes? Quiconque veut être libre l'est en effet, dit Jean-Jacques Rousseau. Et pourquoi pas faire du lien avec les agricultrices? Tous les jours, il y en a un ou une qui se suicide, alors que IL font la mutuelle la plus fondamentale, produire notre nourriture. On peut vivre sans banquier, mais on ne peut pas vivre sans agricultrice. Notez que je ne parle pas manifester. Cela fait belle lurette que les manifestations ne sont plus des moyens d'action, mais seulement des moyens d'expression, comme a dit Geoffroy de Laganerie. Un jour, une gilet jaune m'a dit qu'il faudrait qu'on soit des millions dans la rue. Je lui ai répondu qu'il serait beaucoup moins dangereux et beaucoup plus efficace d'être des millions à faire une grève des loyers, comme en 1931 à Barcelone. Attention, maintenant, voilà du lourd. Nelson Mandela a dit « Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. » Répétons parce que ça en vaut la peine. Pouf pouf, c'est parti. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Ok. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Méditez ça avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Qui veut changer le monde ici? Alors, quelle est la vision? Peut-être que vous avez, toutes et tous, une vision, mais ce n'est pas une vision partagée. Chacun a la sienne. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour créer une assemblée et la charger de définir une vision partagée, débarrassée de l'hégémonie culturelle du capitalisme? Et on pourra appeler cette assemblée le CNR, le Conseil national de la révolution. Il s'agit de tout changer. Et tout signifie tout, comme disent les zapatistes.
Pourquoi ce serait très utile d'avoir ça? Pour se battre pour quelque chose, se battre contre, se battre en réaction, et vous à l'échec. Si on perd, on perd. Si on gagne, le système ne change pas. Il reste donc fondamentalement pourri. On ne peut pas gagner en votant contre. Alors battons-nous pour quelque chose, comme Raymond Aubrac et les autres résistants de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, imaginez que le système tombe. Ça peut arriver. 70 000 morts en Europe en 2003 lors de la canicule. Attendez qu'on ait 70 000 morts en France à cause d'une canicule à 50 degrés, et on verra s'il tient. Mais s'il tombe, on le remplace par quoi? Si on n'en discute pas maintenant, je vais vous dire par quoi sera remplacé. Le chaos. Beaucoup de gens ont peur du chaos et ne seront pas de notre côté si on n'a pas défini une vision partagée. Des montagnes de poubelles qui brûlent dans les rues, des raffineries bloquées, une guerre de l'eau à Sainte-Soline contre les méga-bassines. Le chaos est déjà là, montrant que le monde du bisounours, c'est le retour de la paix. Laissons le dernier mot à Emma Goldman. Elle a dit « Si je ne peux pas annoncer la révolution, ce n'est pas ma révolution. » Alors on va danser, vous, si vous voulez. Moi, je vais chanter « Danser encore ». Vous pouvez chanter avec moi. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Vivre l'amour est notre adage. En dehors de peur, en abondance, sachant les tenir à distance. Et quand le soir à la télé, Monsieur le Pont va parler, venu annoncer la sentence. Nous faisons prévenir révérence, mais toujours avec élégance. Non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. On veut continuer à danser encore, voir nos corps enlacer d'autres corps, passer nos vies à librement. Auto, métro, boulot, conso, passe sanitaire, télé, dodo, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. On veut continuer à danser encore, voir nos corps enlacer notre corps, passer nos vies à vibrer en accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables. Les mesures autoritaires, sécuritaires ou lapidaires, voyons ce que l'on peut en faire. Ne soyons pas sans résistance, soyons alertes et créatifs, sublimés jusqu'à l'indécence. Laissons-nous vivre en décroissance. Sur le chemin de la résilience, on peut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. On peut continuer à danser encore, voir nos corps enlacer notre corps, passer nos vies à vibrer en accord. Bravo. Merci. Un dernier mot. Un ours décollant en colère, c'est aussi un livre. Et puis bien sûr, il y a le site web bisounours2022.fr. Vous pouvez le visiter maintenant. Vous y trouverez une analyse de 15 jours passés sur 2000 ans. Et oui, avez-vous aimé les sessions ce soir? Vous pouvez retrouver toutes et beaucoup d'autres sur bisounours2022.fr.